la classe ouvrière qui s'était reconnue dans le projet coopératif dans les deux premières naissances, prend des voies qui deviennent différentes et les pionniers coopérateurs de la troisième naissance sont renvoyés à eux-mêmes. Ils ne bénéficient plus du soutien assez général d'une classe ouvrière mobilisée sur les thèmes utopistes ou associatifs. Mais ils se donnent les moyens de compenser cette infirmité que représentait leur isolement, leur solitude, en créant eux-mêmes l'instrument de leur propre développement, leur chambre consultative, qui est devenue en 1884 l'ancêtre de la coopération ouvrière, de la Confédération des coopératives ouvrières de production, et qui se dote très vite de plusieurs instruments de développement. Elle est un centre d'échange, elle est un foyer de mobilisation des énergies, de lobbying extrêmement efficace, et elle se crée des outils, en particulier une banque. Ce tout petit groupe infime et infirme d'une trentaine de coopératives crée une banque pour 30 clients, la banque coopérative, qui a été reprise ultérieurement par le crédit coopératif dans les années récentes. Mais le plus significatif encore est le soutien qu'au développement des coopératives apporte non plus un syndicalisme qui cherche à construire ses stratégies, non plus les partis politiques ouvriers, mais la Troisième République qui se donne pour doctrine un thème récurrent qu'on a retrouvé très souvent après, celui de la solidarité ou de l'école dite solidariste. Dispositif de pensée politique par lequel les élites de la République naissante entendent permettre à la classe ouvrière de se donner par des moyens autonomes les équivalents de ce que représente la propriété privée pour le monde paysan, qui d'ailleurs, parce qu'il avait découvert très tôt la propriété privée, n'est venu que beaucoup plus tard au système coopératif. L'école solidariste a été représentée par des hommes de qualité, je ne les citerai pas tous, mais commencé par Léon Bourgeois, le père de la doctrine, appuyé par Charles Gide, le maître à penser de la coopération de consommation, mais fellow traveler amical des coopératives de production. Et il donne naissance à un chapelet de dispositions législatives qui encouragent les coopératives sur les endroits où elles étaient les plus fragiles, en particulier sur le plan commercial. Comme elles étaient soupçonnées de porter la révolution dans le cœur de la société, elles ne bénéficient pas d'une clientèle spontanément très attentive et très bienveillante. Et les décrets pris sous la Troisième République dans les années 80-90, puis jusqu'à 1931, ont permis de développer un système de participation au marché de l'État qu'il faut mettre au compte de cette Troisième République bienveillante, laissant derrière elle une tradition qui a été confirmée par la Quatrième République, qui a donné aux coopératives son statut spécial de 1947, puis par les textes de 1969 et 1978 qui ont précisé dans des termes très positifs le statut particulier des coopératives ouvrières de production, et à qui il faut reconnaître le mérite de ne pas avoir cherché à domestiquer la coopération ouvrière. Il n'y a pas eu, autant que je peux le juger, de tentative de s'assurer le concours électoral d'un groupe si peu nombreux que ça n'aurait pas pesé très lourd de ces braves coopératives à qui cependant on croyait nécessaire pour le bien de la société dans son ensemble et pour servir les idéaux républicains d'assurer des conditions de travail et de survie convenables. De la même façon, il faut reconnaître que les coopérateurs ont gardé leur liberté de penser, ne se sont pas crus, on ne mettra pas ça sur le compte de l'ingratitude, ne se sont pas crus obligés de répondre à l'aide des pouvoirs publics par des manifestations de servilité ou de docilité à leur égard. Ils restaient en général très fidèles à leurs origines syndicales et à leurs préférences politiques, lesquelles n'étaient pas toutes en faveur du parti radical et radical socialiste.